Le débat est ouvert, il n'y a aucun tabou. Il n'y a pas de sotte questions. Il n'y a que des réponses qui ne seront pas acceptables. Oui, madame. Merci. Je m'appelle Rosemarie François et je suis écrivaine. J'aurais une question à François Héran à propos de la xénophobie notoire des ex-pays de l'Est. Justification n'est pas raison, mais je connais un peu la Lettonie qui vient de fêter le centenaire de son indépendance. Indépendance interrompue dès 1940 et pendant un demi-siècle. La xénophobie de ce pays peut s'expliquer par le fait que, quand on regarde l'histoire de ce pays qui a tout de même une culture européenne assez remarquable, ce n'est pas par hasard qu'il y a un musée de l'occupation à Riga. C'est une succession d'occupations. Et je me souviens de mon collègue de l'université de Riga, avec qui nous avons fondé les échanges Erasmus entre nos universités, qui me rappelait que quand... Non, ça ne va pas non plus. Merci. Quand il parlait sa langue dans un tramway, il entendait un Russe qui lui disait, dans une langue qu'il parlait aussi bien d'ailleurs, « Cesse de parler cette langue de chien ». Alors comment s'étonner qu'il y ait confusion, peut-être moins maintenant qu'il y a 20 ans, mais tout de même une confusion entre présence étrangère, occupation, domination. Je termine par une phrase d'une ex-amie, hélas décédée, qui a connu la prison nazie à Riga et puis le goulag où elle était condamnée à 25 ans parce qu'elle faisait partie d'un groupe du lundi où on parlait français et de la littérature française, un pays dont il faut se méfier parce qu'une révolution, c'est tout à fait contraire à l'idéologie extrême de ce type de communisme. Elle m'a dit, vous savez, Nazi et Staline, les idéologies sont opposées, mais les moyens sont les mêmes. Voilà. Alors, je voudrais dire tout de suite que moi, j'essaie de comprendre, j'essaie d'expliquer, mais je n'ai pas condamné les pays de l'Est. Il faut regarder aussi tout ce qu'il y a de commun, tous ces pays. Je n'ai visé aucun pays en particulier, et j'ai même au contraire insisté sur le fait que nous nous polarisons sur le cas hongrois en oubliant tous les autres pays. Et j'ai expliqué que ces pays n'avaient pas de passé colonial. Donc, la question n'est pas de justifier, de dédouaner, etc. C'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des pays qui ont accordé l'asile à 10 demandeurs pour 1 million d'habitants et d'autres à 7000. Pourquoi une différence de 1 à 700 entre des pays? Donc, j'essaie d'analyser un peu les raisons, les données. Mais il ne s'agit pas pour moi d'émettre des jugements moraux. Hein. Et je ne pense pas avoir été, par exemple, particulièrement généreux envers mon propre pays. D'autres, au contraire, ben oui, non, je veux dire, et j'ai reçu ce matin même, je pourrais presque vous le lire, à la suite d'un article que j'ai publié dans Le Monde
il y a 2 jours, où j'explique justement que nous sommes vraiment très très mal classés dans l'asile, une lettre d'un lecteur qui m'accuse d'être traître à la patrie. Bon, donc non mais je veux dire, ils n'entrons pas. C'est un peu ce que disait François, qui l'a très très bien dit. Et n'essayons pas de valoriser, de glorifier ou au contraire de stigmatiser. Essayons de voir les choses un petit peu avec une certaine sérénité. Parce que, vous comprenez, sur les pays baltes, on peut aussi redire plein de choses sur le fait que les pays baltes ont donné plein de supplétifs à l'armée allemande, etc. Enfin, à ce moment-là, on s'engage dans quoi? Si on essaie de dresser les bons points, les mauvais points de tous les pays, enfin, on n'en sort pas, on n'en sort pas. Et c'est un des problèmes de ces pays-là, que les intellectuels de ces pays-là passent beaucoup de temps à ressasser le passé, à essayer de... J'ai été très frappé, moi j'ai beaucoup voyagé, parce que la démographie est une discipline que vous faites voyager. Voilà. Si vous voulez voyager, si vous voulez visiter le monde, faites de la démographie. Enfin, c'est une des formes d'y arriver. Et dans beaucoup de pays de cette partie-là du monde, mais ça va jusqu'au Caucase, par exemple. L'enseignement de la démographie, c'est souvent au tiers, aux 2 tiers, l'enseignement des glorieuses périodes où nous avions un empire 2 fois plus grand, 3 fois plus grand que maintenant, etc. Enfin, ça occupe énormément de... Et tout ça, c'est très entretenu. Hein, c'est entretenu, notamment, par exemple, par des académies. Hein, j'insiste là-dessus, parce qu'on les appelle des éducateurs nationaux dans pas mal de ces pays. Quels sont les usages de l'histoire? Alors là, c'est tout autre, hein, les usages de l'histoire, quels sont les usages de la mémoire, ces mémoires qui sont toujours très sélectives, ces mémoires qui retiennent toujours uniquement certains épisodes, qui sont utilisés contre les autres. Je crois qu'il faudrait un petit peu sortir de tout ça et essayer d'avoir sur ces questions-là un regard un peu plus neutre. Et je crois que la démographie, c'est ce qu'il y a de bien dans les chiffres. Tout le monde compte pour un et seulement pour un dans la démographie. Voyez. Merci. Voilà, c'est ça, il y a un côté comme ça éthique dans le fait que tout le monde compte pour un, et uniquement pour un, comme Bentham. Et il faut que nous pratiquions ces disciplines avec cette orientation-là. Question suivante. Wil u zeggen tot wie u de vraag richt? Een nieuwe vraag. Ja? Aan het planbureau. In welke mate heeft men voor zijn projecties rekening gehouden met het feit dat in 2025 alle Balkanlanden tot de EU zullen behoren? Dus die zitten allemaal in die dynamiek. Zeker ook als Polen of Hongarije ook uit de EU zouden stappen. Maar los daarvan gaat de EU uitbreiden met de Balkanlanden. Die dynamiek is aan de gang. 2, voor de economen. De detacheringen, worden die meegerekend in de migratiefluxen? Dat wil zeggen, worden zij sowieso als immigrant of immigrant beschouwd of zijn daar voorwaarden aan verbonden? Zijn zij terug te vinden in de migratiestatistiek? 3, voor meneer Baert. De helft van het verschil in werkzaamheidsgraad tussen niet geboren in de EU en anderen, de verschillen met andere landen, is te verklaren doordat in België veel meer dan in de andere landen de nationaliteitsverwerving doorspeelt. Dat wil zeggen, in andere landen blijven vreemdelingen langer vreemdelingen en als vreemdeling kunnen zij ook gemakkelijker werk vinden. In België is de groep van vreemdelingen die Belg worden veel groter en krijg je een veel grotere dynamiek in die vreemdelingengroep, met alle problemen van dien. Heeft men dat ook mee berekend? Donc, quand on fait les projections démographiques, on tient compte d'un contexte socio-économique et politique ou législatif inchangé. Donc, on ne va pas imaginer un scénario, ou alors ce serait une variante, mais dans la projection de référence, on ne va pas s'imaginer qu'il y ait des adhésions supplémentaires en 2025 ou en 2030. Ce n'est pas improbable que d'ici 1 ou 2 ans, on doive un petit peu revoir, par exemple, le cas de l'Angleterre. Alors là, on fera, si à un moment il y a un Brexit clair et net, là on sortirait l'Angleterre et on en ferait une hypothèse. Si jamais.
Si, voilà, avec des si. Et donc c'est à législation, contexte socio-économique inchangé qu'on travaille. Ja, om over die vraag van de detacheringen te antwoorden. Het eerlijke antwoord is dat ik het niet goed weet. Die detacheringen zijn ook heel divers. Hè. Dus van die 800.000 aanmeldingen, dat varieert van mensen die letterlijk voor 1 dag komen om een machine te maken, tot mensen die hier een heel jaar verblijven. Als die dan gaan hier komen wonen en een domicilie, neem ik aan dat die zeker wel in die statistieken opduiken. Maar over die exacte aantallen, ik weet niet of Koen of iemand anders van Miria daar nog een extra commentaar op kan geven, want zij weten veel beter hoe migratiestatistieken worden berekend. Ik wil kort reageren op uw derde vraag. Stijn zal er ook nog wel even op ingaan. Het klopt natuurlijk dat wij een vrij tijdlang een vrij liberaal regime van nationaliteitsverwerving hebben gehad, waardoor mensen snel die transitie maakten naar Belg worden. En dat bracht wel enige vertekening in de statistieken, maar als men naar statistieken kijkt van tewerkstelling of werkloosheid, vaak wordt dat opgedeeld naar mensen die foreign born zijn, die in het buitenland geboren zijn en niet, zonder dat daar rekening wordt gehouden met nationaliteit. Dan blijft die kloof ook nog altijd heel groot. En als men kijkt naar mensen die hier als tweede generatie migrant zijn, dan blijft die kloof ook nog behoorlijk groot. Dus hoe men het ook draait of keert, die kloof blijft zeer groot. Ik heb daar eigenlijk niks aan toe te voegen. Het witte product sluit zich aan bij het origineel. Bonjour à tous, François Saint-Lager. D'abord, merci à tous pour la qualité de vos présentations. Mais ma question va couvrir un peu l'aspect justement que vous venez d'évoquer, les travailleurs détachés. En fait, moi, la question que je me pose n'est pas par rapport des migrations économiques, mais des conséquences économiques de l'utilisation de certains migrants ou de certaines personnes qui bougent d'un pays à l'autre. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le traitement différencié actuel qu'il existe dans l'Union européenne entre les différents États membres d'un point de vue social. Et ça m'inquiète d'autant plus lorsque je vois la semaine dernière dans l'article du soir où le patronat allemand sort très très fort en disant « Madame Merkel a eu entièrement raison de faire venir les réfugiés puisque nous allons les utiliser ». Et la raison pour laquelle je tiens à évoquer ça, c'est justement la question des travailleurs détachés. Effectivement, il y a 800 000 personnes avec des statuts très différents. Moi, je connais des travailleurs détachés français qui travaillent dans des entreprises françaises. C'est très simple. Vous demandez un contrat à une entreprise qui envoie des travailleurs détachés au Luxembourg. Le travailleur français s'inscrit dans une boîte aux lettres, une société de travailleurs détachés au Luxembourg, et la société du Luxembourg, ou de Monaco, ou de ce que vous voulez, renvoie le travailleur détaché travailler dans son village d'origine. Le travailleur n'a pas besoin de bouger. C'est juste une question de contrat. Moi, ce que je connais d'un point de vue économique, et c'est sur cette question des conséquences économiques que je voudrais vous interroger par rapport au devenir justement de l'utilisation des réfugiés à l'avenir, c'est la question de ce qu'on a vu en Allemagne notamment, dans un secteur très particulier que je connais très bien, et c'est la raison pour laquelle je vais en parler, c'est la question du secteur agroalimentaire et notamment des abattoirs. Certains abattoirs allemands, il y a une dizaine d'années, utilisaient 95%, c'était parfois moins, mais 95% de travailleurs détachés, notamment de Pologne, de Hongrie, en tout cas des pays de l'Est. Ces travailleurs détachés étaient payés à 3 € de l'heure, 4 € de l'heure, quand dans d'autres pays, le salaire minimum était plus élevé, 10, 11, parfois 14. En toute légalité au sein de l'Union européenne, en utilisant ce système des travailleurs détachés, qui à l'origine avait été fait plutôt pour des travailleurs à haute plus-value, pour envoyer dans des pays qui avaient besoin de travailleurs à haute plus-value. La raison pour laquelle je tiens à évoquer ça, c'est que d'un point de vue économique, l'avantage il est simple, 40 centimes du kilo de porc. Quand vous avez un kilo de porc, non pas dans votre magasin, excusez-moi, mais qui à la sortie de l'abattoir vaut à peu près 1,50 €, c'est pas négligeable. Et donc, il y a un appel d'air pour ces pays-là. Donc, la question que j'ai eue par rapport à ça, donc il y a eu des évolutions. Madame Merkel a été obligée, pour avoir la coalition avec le SPD, de mettre en place le salaire minimum. Le problème a été plus ou moins réglé.
il n'est pas complètement fini. Maintenant, il suffit de faire payer aux travailleurs qui viennent des pays de l'Est son couteau pour qu'ils puissent travailler. Et comme ça, on détourne un peu la chose. Mais ceci, pour terminer, la manière de contourner montre bien qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Moi, je vois 4 conséquences et je voudrais un peu voir comment on peut essayer de régler ce problème. D'abord, il y a eu une réétude du FMI qui a dit que, effectivement, le comportement de l'Allemagne dans ce domaine-là a entraîné une plus grande pauvreté en Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, oui, travailleurs détachés, ça entraîne de la pauvreté. Économiquement, donc ça entraîne un appel d'air. Vous me direz, c'est sur un petit secteur, le secteur de la viande, qui ne concerne pas énormément, mais pour les employés qui sont dans ce domaine d'activité, la question migratoire devient encore plus terrible. Et on retombe sur ce que vous disiez exactement, quelle est la résilience de la population lorsqu'on se dit, bah oui, mais regarde ce qui se passe là-bas, tel pays, ils emploient des travailleurs immigrés qui, enfin vous connaissez tout le discours autour de ça. La situation aujourd'hui dans certains pays, type Pologne ou Hongrie, qui sont en total déficit de main-d'œuvre et qui donc font venir des travailleurs détachés ou sous d'autres statuts d'autres régions. Ukraine, Biélorussie, etc. On en est même au stade où aujourd'hui, le grand espoir de tous les démocrates européens, c'est que Orban va finir par tomber à cause de sa loi sociale sur le travail, le salaire complémentaire, parce qu'il n'a plus assez de travailleurs sur place et qu'il ne veut pas utiliser les réfugiés. Donc on voit que des conséquences économiques et sociales sont importantes derrière ça. Et la dernière chose, effectivement, quand on regarde ça d'un point de vue d'Européens convaincus, comment ça va s'appliquer dans les différents pays? Et donc, ce que je voudrais juste signaler, c'est que pour certains secteurs économiques, toutes les questions qui ont été débattues aujourd'hui sont extrêmement importantes, mais au point de vue au jour le jour du business, comment ça se pratique, c'est extrêmement compliqué de faire passer des messages positifs par rapport à ce type de... Alors, excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais je voulais être très très précis par rapport à ça. En 1979 déjà, Michael Pioré, donc professeur d'économie au Massachusetts, avait développé une théorie de la dualité du marché qui reste quand même, continue de se vérifier pas mal, hein, à savoir qu'il existe une demande intrinsèque de travail flexible, vulnérable, mal payé, etc., dans ce qu'il appelait un secteur secondaire qui était différent du secteur primaire qui, lui, était très protégé, etc. Et cette distinction, pendant longtemps, c'était les femmes qui faisaient ce travail flexible, vulnérable, mal payé, etc., parce qu'on estimait qu'il fallait qu'elles travaillent provisoirement, qu'elles n'attachaient pas de qualité sociale au salaire, mais simplement le fait de pouvoir gagner un petit peu d'argent provisoirement, puis voilà, donc elles ne faisaient pas concurrence. Puis après, ça a été les jeunes, puis ensuite, ça a été les immigrés. Mais maintenant, on a des distinctions à l'intérieur même des immigrés. Ceci existe à tous les niveaux de qualification, et en tout cas, je sais qu'en France, dans le secteur de la médecine, vous avez quand même de larges secteurs de médecins qui peuvent venir du Proche-Orient, qui peuvent venir d'Europe de l'Est, etc., et qui travaillent pour des salaires très inférieurs, qui font fonctionner nos hôpitaux. En Angleterre, le phénomène est encore plus fort. Un hôpital français et un hôpital britannique ne pourraient pas fonctionner sans, d'une part, le personnel hospitalier d'origine immigrée, mais aussi ces médecins de seconde zone, et se pose évidemment après tout le problème de la reconnaissance des diplômes. Gary Becker, déjà dans son article, dans son livre sur le capital humain, qui est vieux, hein, qui est de 1963, s'interrogeait sur la transportabilité du capital humain. Il disait, ma théorie elle est très belle, mais le problème c'est que le capital humain n'est pas reconnu de la même façon partout où il s'exerce. Et donc tous ces problèmes-là ont été repérés il y a longtemps, mais c'est vrai que maintenant la dualité du marché du travail traverse même le monde de l'immigration, entre ceux qui ont un statut et ceux qui n'en ont pas. Et je crois que vous avez tout à fait raison de penser au fait que ceci a des implications tout à fait directes sur l'état de l'opinion publique et la façon dont on perçoit l'immigration. Ça a déjà été dit ce matin, effectivement. Merci. Question suivante, brève, si y a moyen. En 2 phrases. Bonjour, je vais être rapide. C'est une petite question par rapport aux projections.
On entendait ce matin M. Dirk van den Bulck du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et il nous disait en fait on n'a encore rien vu, la vraie vague migratoire elle doit encore arriver, on aura une vague sans précédent très très problématique qui fait qu'on doit vraiment renforcer le contrôle aux frontières, on doit augmenter les politiques de retour et puis je vous entends mesdames du bureau du plan qui nous dites que en fait d'après vos prévisions il n'y aura pas tellement d'augmentation des arrivées, et je me demande est-ce qu'on parle de la même chose ou, enfin voilà, je ne comprends pas. Merci. Alors, personne ne sait le futur de la migration internationale, je pense. C'est une des composantes de la croissance de la population qui est la plus incertaine. Alors, comme on l'a dit en début de la présentation, on ne fait pas des prévisions, on fait une projection. Et donc on prend des hypothèses. Et notre rôle à nous, c'est d'être le plus transparent possible sur les hypothèses. Alors ici, on les a explicitées de manière très générale et vite fait. Mais dans nos publications, on essaye de les détailler pour que chacun soit bien conscient des hypothèses qui sont prises pour arriver au niveau qui sont présentés. Pour montrer aussi l'incertitude qui pèse autour de toutes ces projections, on a fait une publication avec différents scénarios. Les 2 scénarios qui ont été présentés aujourd'hui sont dans cette publication pour montrer qu'il y a énormément d'incertitudes, en particulier sur la migration en provenance des pays non européens et encore pour les autres pays. Monsieur l'a rappelé, il suffit qu'il y ait un pays, la Turquie, qui adhère à l'Union européenne, on peut s'imaginer qu'il y aura un afflux important, un effet d'appel important. Voilà, donc il faut prendre ces projections avec prudence et en étant bien conscient des hypothèses qui sont prises derrière. Et l'objectif de nos projections, ce n'est pas de donner le nombre exact d'habitants à un horizon donné. C'est vraiment, comme on l'a expliqué aussi, de servir d'outil, un des outils pour l'aide à la décision. Question suivante. Merci. Là. Super rapidement. Dominique Dehaye, coordonnatrice des femmes, droits des femmes, Amnesty International. On a entendu ce matin qu'il y avait 12% de femmes migrantes, dans les migrants 12%, qui arrivent. Je m'adresse aux statisticiens, aux démographes qui voyagent partout. Ça serait formidable d'avoir des données un peu plus genrées. Le mot genre a été prononcé ce matin, ce n'est pas du tout un reproche que je vous fais bien évidemment, mais sur toutes les données que nous avons, également les données de Myria, cher François, il n'y a pas beaucoup de données de comparaison entre hommes et femmes. Donc si on peut y penser à l'avenir, ça serait formidable. Merci beaucoup. Qui répond ? Alors, le chiffre que vous appelez, c'est les demandeurs d'asile. Hein. Non, attendez, c'est très différent. C'est très différent. Les demandeurs d'asile, c'est à 85% des hommes, effectivement, c'est ce qu'on a vu. Et là, il y a une sélection qui se fait, et les familles envoient d'abord les hommes. Bon, et ensuite, on l'idée que les hommes vont pouvoir faire venir le reste. Sur l'existence de données concernant les femmes, c'est vrai que pendant longtemps, les statistiques migratoires avaient négligé ça. Il y a eu un effort considérable fait par les instituts statistiques, mais notamment les Nations Unies. Et les Nations Unies ont fait, il y a à peu près une dizaine d'années, toute une analyse rétrospective de la part des femmes dans les migrations depuis les années 50, et ont montré qu'en réalité, la part des femmes était beaucoup plus importante que ce qu'on avait cru. C'est vrai que certains groupes, comme par exemple la migration maghrébine, les hommes arrivaient d'abord, et puis les femmes arrivaient avec parfois 5-6 ans d'écart en moyenne. Nos systèmes juridiques, avec le regroupement familial très compliqué, etc., favorisent aussi ça. Mais je peux vous dire que maintenant, vraiment, que ce soit l'OCDE, Eurostat, les Nations Unies, etc., il y a une attention vraiment très très marquée à disposer d'enquêtes, de données distinguant bien les deux genres. Philip Verwim van de ULB, een vraag voor collega Marx. Ik twijfel of die detachering echt kan gezien worden als economische migratie. En vooral voor 2 redenen. Kijk, als we over migratie praten, dan gaat het toch over het
initiatief van het individu of van het gezin om ergens naartoe te gaan, ergens een nieuw leven op te bouwen. En ik zie dat daar niet zo goed in zitten. Hier gaat het initiatief volledig uit van het bedrijf, die vooral om bedrijfsinterne reden, goedkope arbeidskracht, tijdelijk aanwerven, en dan, als het niet meer uitkomt, wordt die man of de vrouw teruggestuurd. Voor mij is dat geen economische migratie. Dat is eerder een bedrijfsinterne tactiek om tegen lage kosten iemand tijdelijk te werk te stellen. Los van de vraag of dat we dat in de statistieken zien opgenomen of niet. Dus ik vraag, ja, u heeft daar het cijfer van 800.000 gegeven, maar kunnen we dat werkelijk als economische migratie zien? Dat is toch een beetje mijn vraag. Ja, we kunnen hier lang over terminologie discussiëren. Ik laat het aan de mensen zelf om dat te beoordelen. Als we 800.000 detacheringen hebben, 230.000 unieke individuen die naar België komen om hier te werken voor korte of langere duur, om hier economische activiteiten te doen. Die mensen steken de grens over, komen hier bepaalde jobs of werk doen. Ja, of men dit nu labelleert als economische migratie of niet, daar moet u zelf een oordeel over vellen. Voor mij is dat economische migratie, voor anderen misschien niet, maar is dat een bevredigend antwoord? Ja. Mag ik nog iets anders zeggen over die detacheringen misschien, in aansluiting op de vraag van meneer, toen had ik de kans niet. Er wordt vaak gesproken over sociale dumping. Het is wel interessant dat in verband met die detacheringen dat het inderdaad een perfecte case is van een economische realiteit die ver voorop loopt op wat de administratieve en de juridische realiteit als het ware. Dus in principe ligt het voordeel van een detachering erin dat een bedrijf, de persoon die gedetacheerd is, moet in principe aan de arbeidsvoorwaarden van het land waarin die werkt te werk gesteld worden. Het voordeel ligt erin dat de sociale zekerheidsbijdragen betaald worden in het land van herkomst. U weet dat er vorig jaar heel wat over te doen geweest is. Marianne Thijssen heeft daar een initiatief genomen. Maar u moet wel weten dat het nog altijd zeer moeilijk is om te controleren in welke mate dat gebeurt. Het is nog maar een paar jaar hier in België, dankzij de Kruispuntbank en wat weet ik allemaal, dat wij allerlei administratieve gegevens kunnen koppelen. Maar natuurlijk, onze instanties kunnen helemaal niet controleren of sociale zekerheidsbijdragen in Polen of in Roemenië of waar dan ook wel daadwerkelijk betaald worden. Ze kunnen dat zelfs niet controleren in Frankrijk of in Nederland of in Duitsland. Om je maar een idee te geven van hoe groot de discrepantie of hoeveel sneller de economische realiteit loopt dan onze administratieve capaciteit, zeker op Europees niveau. Er gaat een Europees arbeidsbureau komen, we zullen zien wanneer dat er daadwerkelijk komt. En ik wil eraan toevoegen dat dat niet alleen een kwestie is van administratieve en van als het ware ICT-beperkingen, maar ook van wettelijke. België heeft een van de meest uitgebreide en had ook een van de eerste registratiesystemen voor gedetacheerden. Limosa heet dat systeem. Dat bestaat al heel wat jaren. En België is ooit door het Europees Hof voor Justitie op de vingers getikt omdat wij te veel gegevens inzamelden. Ja, om maar te illustreren dat die beperkingen op die controle en op het monitoren van wat er daar allemaal gebeurt, dat dat niet alleen puur een technische of administratieve kwestie is, maar ook een juridische. Dank u. Volgende vraag. Merci, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup entendu parler d'une approche démographique. Moi, j'en suis ravi. J'ai l'impression que la démographie est un des outils scientifiques qui permet de voir un peu plus clair dans notre avenir à long terme. Monsieur Eskens en a parlé tout à l'heure. La vue à long terme est indispensable, même si on est préoccupé par le court terme. Ce dont je n'ai pas entendu beaucoup parler aujourd'hui, et je le regrette un tout petit peu, mais peut-être faute de temps, c'est le point de vue des pays fournisseurs de migrants économiques.
Et si on regarde la démographie, en particulier des pays de l'Afrique au sud du Sahara, on s'aperçoit que, mis à part les guerres, les conflits toujours possibles, c'est de là que viendra, et vient déjà, une grosse partie de la pression migratoire vers l'Europe. Il y a le bouquin de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, qui est assez intéressant à ce sujet et qui indique quelques éléments de réflexion. Mais je voudrais savoir si, comme ce matin on a parlé de la nécessité d'avoir un point de vue européen sur les questions juridiques, s'il ne faut pas aussi avoir nécessairement un point de vue européen sur la question de l'emploi. Merci. J'ai publié 2 réfutations du livre de Stephen Smith. Alors, je ne peux pas me lancer dans la discussion, parce que c'est le sujet d'un colloque à lui seul, hein, les migrations africaines. Deux faits fondamentaux. Si 85% des Maghrébins migrent, enfin, lorsqu'ils migrent, c'est vers l'Europe, il se passe l'inverse en Afrique subsaharienne. 75% des subsahariens migrent dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Et ces pays ont signé à plusieurs reprises, et encore l'été dernier, un accord de libre circulation entre eux. L'Afrique subsaharienne est beaucoup plus intégrée, hein, du point de vue de la circulation que, par exemple, ne l'est l'Amérique latine. C'est très frappant. Il y a une énorme... Vous avez actuellement, quand vous regardez la base mondiale des migrations, qui est vraiment un fichier absolument fondamental, c'est tous les pays de destination croisés avec les pays d'origine et les migrants qui vont de l'un à l'autre au niveau mondial. C'est le grand tableau carré des migrations dans le monde. Vous apercevez que les migrations des pays les plus pauvres, les migrations subsahariennes, vont d'abord essentiellement dans le sud du Sahara. Et l'idée que nous avons que les plus pauvres iraient nécessairement vers les plus riches, les plus féconds vers les moins féconds, les surpeuplés vers les moins peuplés. Toutes ces métaphores du déversement, en quelque sorte naturel, du trop-plein, sont complètement démenties par la structure mondiale des migrations. On n'a absolument pas ça. Et à l'inverse, vous avez des quantités de contre-exemples, mais prenez les Balkans, la Roumanie, là on y faisait allusion tout à l'heure, vous prenez l'ensemble des pays des Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie, etc. 22% de la population de ces pays vit à l'étranger. 22%, c'est énorme. L'Afrique subsaharienne, c'est même pas 3%. Alors, ce qui inquiète, évidemment, ce qui inquiète beaucoup, c'est la croissance démographique de l'Afrique. Effectivement, elle est forte, c'est la plus forte. On va avoir un doublement de la population, en gros, en 35 ans. Le livre de Stephen Smith repose sur une hypothèse qui est extrêmement simple, qui est que si l'Afrique se développe comme le Mexique, alors il y aura autant d'émigration en Afrique subsaharienne qu'il y en a du Mexique vers les États-Unis. C'est une analogie qu'il emprunte d'ailleurs à des sources littéraires, ce n'est même pas des démographes qui font cette hypothèse-là, et donc c'est une espèce de façon de ramener l'inconnu au connu en disant si... Alors, le Mexique, il est dans l'échelle du développement, de l'indice du développement humain, il est à peu près à la moitié du classement. On ne peut pas imaginer qu'en 35 ans, comme le suppose Stephen Smith, l'Afrique subsaharienne va rattraper la moitié de l'échelle mondiale du développement. C'est totalement exclu. Ça n'arrivera pas comme ça. Alors, dans l'hypothèse de Smith, quand il dit que 25% de la population européenne pourrait être africaine d'ici 2050, c'est quand même ça qu'il raconte. Quand vous avez des chiffres aussi extravagants que cela, vous vous rendez compte que la partie démographique de la prévision, c'est seulement peut-être 1/5 de ce résultat. C'est ce que j'ai montré dans une publication de l'Institut national des études démographiques français. Et que les 4/5 restants, ça relève d'une conjecture économique qui n'a absolument aucune... n'est pas du tout vérifiable. Alors bien sûr, on est frappé par le fait que depuis en gros les années 80, dans la plupart des pays, c'est vrai chez vous, c'est partiellement vrai chez nous, les subsahariens qui avant étaient très très peu présents, se sont multipliés. En gros, depuis 1982, ils sont multipliés par 5 ou par 6. Et ils ont cru à une vitesse plus rapide que celle de la population des pays d'origine.
Mais vous faites le même raisonnement pour n'importe quelle autre minorité qui existe en France. Les Britanniques se sont multipliés par 5 depuis 1982, les Haïtiens par 10, les Chinois par 15. Et vous n'allez pas dire pour autant qu'il va y avoir une ruée des Chinois, une ruée des Haïtiens, une ruée des Britanniques peut-être avec le Brexit. Bon. Enfin, non, mais vous voyez, il faut quand même regarder un peu la structure mondiale. On a maintenant, depuis une quinzaine d'années, ça ne cesse de s'améliorer, des travaux formidables. Il y a eu un travail formidable de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, pour essayer d'enfin disposer de bonnes bases de données pour savoir comment se structure la migration mondiale. On a enfin ces outils-là. Il faut les faire connaître, il faut les utiliser. Et quand vous regardez le travail de Smith, il ignorait même l'existence de cette base qui maintenant est fondamentale pour les travaux des économistes. Il n'en savait même pas l'existence. Et il n'y a aucun travail sur des données dans le livre. Il n'y a que du figure dropping. Il y a du name dropping énormément. Et il y a aussi des quantités de chiffres qui sont balancés, mais tous de seconde ou de troisième main. Donc il faut être très attentif quand on fait ce genre de lecture. Dernière question. Encore quelqu'un? Je ne vois pas. Bonsoir, bonjour. Dans le même contexte, c'est le contexte économique qui est la raison principale de l'immigration, est-ce qu'on ne peut pas faire appel, c'est-à-dire, d'ailleurs, M. François Gémen peut, c'est-à-dire, vous donner les chiffres des budgets européens pour contrer l'immigration au sud, vers l'Espagne, côté l'Est. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, convertir les dettes de ces pays pour au moins faire de l'investissement là-bas? Si on arrive pas à délocaliser certaines industries pour absorber le chômage, on peut faire c'est-à-dire déployer ce qu'on appelle les associations à caractère humanitaire, Croix-Rouge, et les autres, Croix-Rouge, Caritas, c'est-à-dire au moins pour faire du social, c'est-à-dire un facteur de stabilisation. C'est-à-dire on peut résoudre à moindre coût, c'est-à-dire les immigrants dans les grands bassins émetteurs de l'immigration. Autre chose, on peut impliquer les Chinois. Les Chinois, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire, comme si l'exemple de l'Afrique, ils peuvent, c'est-à-dire, du moment de la conjoncture actuelle, conflit commercial USA-Chine, les Chinois, beaucoup de sociétés vont délocaliser leur société en sortant de la Chine, vu la conjoncture actuelle. On peut encourager, imposer aux Chinois de faire des investissements en Afrique, en Amérique latine, pour au moins, c'est dire, contrer l'immigration. Troisième exemple, ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire une crise pétrolière qui a engendré une grave crise humanitaire et d'immigration. De la Venezuela, ils veulent atteindre les USA, alors que les USA veulent, c'est-à-dire, ériger un mur qui coûte 10 milliards, alors qu'on peut, c'est-à-dire, au moins investir quelques millions pour, c'est-à-dire, comme facteur de stabilisation, en attendant que la crise, c'est-à-dire, passe. Et merci. C'est cette idée qu'en investissant de l'argent dans les pays d'origine et en les stabilisant, on va réduire les niveaux de migration, je crois qu'il faut s'en méfier. Parce que, d'abord, l'immigration, en tout cas en Europe, ne vient pas du tout nécessairement des pays les plus pauvres, ni même des pays les plus troublés. Au contraire, ce sont souvent les pays qui sont davantage le plus grand nombre de migrants en Europe. Si je prends par exemple le premier pays d'origine des migrants africains vers l'Europe l'année dernière, je pense que c'était la Guinée. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un des pays africains les plus pauvres, comme la Centrafrique ou le Sierra Leone. On est sur un pays
qui est bien plus avancé que d'autres dans l'échelle de développement et qui ne connaît pas de guerre particulière. Et donc, on est souvent un peu prisonnier de cette idée que si on investissait de l'argent dans les pays d'origine de la migration, on arrêterait ou on limiterait les migrations. Bien entendu, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut essayer d'arrêter les guerres, qu'il faut améliorer les processus de développement, mais penser qu'il faut faire cela au nom d'une politique migratoire et qu'on va pouvoir utiliser des outils comme l'aide au développement dans le but de contrôler l'immigration, je pense que c'est un leurre qui risque fort de produire pas du tout les résultats escomptés et donc de menacer aussi une politique comme les politiques de développement.